Bonjour, c'est Claire et Paul de Piment Institut. Salut! Alors aujourd'hui, on va vous faire une vidéo. Ça fait longtemps qu'on en a parlé. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions à ce sujet. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, on a fait une vidéo sur les abdominaux qui ne tiennent pas le dos. Donc je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo. Elle est sur notre chaîne YouTube. Et puis je la mettrai en lien aussi par rapport à cette vidéo. Donc là, aujourd'hui, on va parler du coup, quels sont les muscles qui tiennent le dos. Et je suis presque sûre que vous en connaissez peut-être même aucun. Alors, avant de parler des muscles qui tiennent le dos, il faut déjà un petit peu comprendre, quand on parle de dos, on parle de colonne vertébrale, donc du coup. Oui, c'est ça. Car il faut savoir qu'à un moment donné, quand on dit les abdos tiennent le dos, mais en fait c'est la colonne vertébrale et donc ils tiennent les vertèbres, ce qui est totalement, complètement impossible. Pour bien comprendre maintenant quels sont les muscles, il faut d'abord repartir un petit peu sur l'anatomie d'une vertèbre et de leur agencement physiologique. Alors, je vous ai préparé donc des petits schémas pour essayer de comprendre un petit peu. Alors bien sûr, il faut faire attention, c'est très schématique, c'est pas à l'échelle, évidemment. Une vertèbre, qu'est-ce que c'est? Vous avez donc le schéma d'une vertèbre avec ici l'avant et l'arrière, avec cette grosse partie devant, c'est ce qu'on appelle le corps vertébral, c'est une grosse masse osseuse. Et derrière, il y a une espèce donc de danse avec des petites pointes qui dépassent. Et c'est de l'os aussi. Comme un trépied. On en a parlé aussi sur une autre vidéo des vertèbres. Voilà. Et donc en fait, là-dessus, vous avez donc différentes parties que l'on va appeler ici, ça s'appelle des apophyses. Alors c'est le nom scientifique au niveau de l'anatomie, ça s'appelle des apophyses, des excroissances osseuses. Et il faut imaginer que le plus facile à déterminer et celle qu'on peut arriver à sentir, c'est celle qui est le plus en arrière. C'est la petite pointe qu'on peut sentir. Hein. Quand vous touchez dans le dos, vous arrivez à sentir un bout osseux. C'est elle au bout que vous sentez en fait. C'est la seule qu'on connaît, on ne se rend pas compte qu'il y en a deux autres en fait sur le côté. Voilà, et ça on appelle donc c'est l'apophyse épineuse, une épine. Les deux autres, donc en fait, elles partent sur les côtés en fait. Donc celles-là, il faut imaginer qu'elles partent de part et d'autre en fait. Et de part et d'autre, donc elles sont transversales et donc en fait c'est pour ça qu'elles sont appelées les apophyses transverses. Donc une à droite et une à gauche. C'est vu du dessus. Hein. Voilà, donc tout ça en fait ça va permettre aussi donc de pouvoir se rassembler à partir de ces deux petits ronds ici que j'ai matérialisés. Ce sont les articulations des vertèbres entre elles. Chaque vertèbre a deux articulations avec celle qui lui est au-dessus et celle qui lui est en dessous, qui permettent donc la mobilité donc fine entre chaque étage vertébral. Et ensuite vous avez le lien fait par rapport au corps vertébral. Ça délimite un trou à l'intérieur, et bien ça en fait c'est le trou pour la moelle épinière. Ici. Ces espèces d'apophyses ici, là, ça va servir en fait de base, en fait d'accroche en fait. C'est comme si vous aviez exprès un mur, une espèce de tige qui dépassait du mur et que ça sert, c'est là où vous allez accrocher vos câbles pour tenir quelque chose, etc. Autre point aussi pour comprendre, quand on fait ensuite l'empilement des vertèbres les unes par rapport aux autres, une fois que là vous avez vu ça, c'est une vue du dessus. Oui, il faut vraiment comprendre la vertèbre pour comprendre les muscles qui y sont rattachés, sinon on n'a pas compris les muscles qui tiennent le dos. L'empilement ici, en fait, va se faire, donc là j'ai mis deux vertèbres, l'une sur l'autre, on retrouve en version donc vue latérale, le corps vertébral ici, là, la vertèbre du dessus, la vertèbre d'en dessous, les deux parties ici qui se joignent, c'est ces parties-là, les parties donc vues de côté, donc qui correspondent donc à l'articulation au-dessus et en dessous, et donc on voit que celle d'en dessous s'articule avec celle donc du dessus, et là en imaginant qu'on peut avoir donc tout ça sur nos 24 vertèbres, là-dessus. Et vous avez, ça définit aussi un autre trou, mais cette fois-ci latéral, qui est toujours pour la moelle épinière. Donc là, ici, là, c'est pour tout ce qui est donc la partie verticale. Mais vous avez des trous latéraux. C'est là où vous avez les sorties des racines nerveuses, qui, lorsque ça ne va pas, quand c'est refermé, ou que lorsque ici il y a un disque qui est pincé, et c'est là que vous avez notamment les hernies discales et les névralgies type sciatique, etc., etc. Nos apophyses, on va les retrouver la partie postérieure. Alors j'ai représenté très schématiquement ici. Là, et les parties latérales, comme c'est une vue latérale, j'ai juste dessiné un petit bout ici pour la représenter. Et donc les muscles en fait vont prendre tout simplement racine à partir de ces bords ici ou là, en fonction de ce que vous avez. Dernier point, et juste pour que vous le sachiez, au total donc on a 24 vertèbres réparties en 3 zones. La partie cervicale, on en a 7, la partie dorsale ou thoracique, on en a 12. Et la partie lombaire, on en a 5. Je mets à part complètement la partie du sacrum, qui sont des vertèbres soudées, etc. Ça, c'est pas le but aujourd'hui. Donc voilà un petit peu comment s'articulent les choses. Et maintenant, on va donc pouvoir voir où les muscles s'accrochent.
Alors Paul vous a bien expliqué que les 3 épines servaient de port d'attache pour des muscles. Bon, maintenant, lesquels? Oui, alors on va faire donc tout ce qui est du plus profond et un peu plus vers le superficiel, car il y a plusieurs couches. C'est ce qui fait justement l'articulation de chaque vertèbre entre elles, à la fois de une vertèbre à une autre, mais aussi de blocs de pan vertébral ou carrément l'intégralité de la colonne vertébrale. C'est pour ça qu'à la fin on parle de chaîne musculaire notamment. Alors, les plus profonds, ben, c'est pour ça qu'il y a eu un petit peu le rappel anatomique, parce qu'ils prennent aussi le nom par rapport à là où ils s'accrochent. On a d'abord les plus profonds, ce sont les intertransversaires et les interépineux. Inter, ça veut dire de plusieurs parties transverses et épineuses, et ça veut dire que ça va d'une épineuse à une épineuse pour les interépineux, c'est-à-dire ça va grosso modo de là à là, entre chaque, et en imaginant sur toutes les épines de chaque vertèbre, et les intertransversaires, exactement pareil sur les parties latérales, donc en imaginant de là à ici, et pareil, en remontant ou en descendant en fonction de l'étage où vous en êtes. Donc on parle des muscles profonds qui viennent se mettre entre chaque épine, d'accord? Voilà, et ça c'est tout le long de notre colonne. Voilà, et ceux-là sont les plus profonds, c'est vraiment un muscle qui va vraiment de vertèbre à la vertèbre qui lui est au-dessus ou la vertèbre qui lui est en dessous. Ensuite, on en a un qui commence à partir d'un endroit et qui se projette sur plusieurs vertèbres directement aux étages en dessous, aux étages au-dessus. C'est l'intertransversaire. C'est-à-dire... c'est des noms compliqués, voilà, désolé. Pardon, le transversaire épineux, exactement. C'est-à-dire que c'est la combinaison entre transversaire et épineux. Ça veut dire que ça va non pas faire que les transverses ensemble ou que l'épineux ensemble, mais ça va partir d'une épine et ça va aller sur les transverses. Et ça va aller de une vertèbre à une deuxième vertèbre, à une troisième, voire jusqu'à une quatrième vertèbre en dessous. Et ça, à chaque épineuse. Donc imaginons que vous avez encore un étage ici aussi. Il y aurait la première en dessous, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et ça, en complet. Et avec ça, en fait, vous vous trouvez littéralement avec une chaîne en fait. Puisqu'en fait, il faut le lien de plusieurs vertèbres en même temps, ce qui fait que c'est entrelacé. Et là, on a déjà toute la couche profonde, elle est comme ça. Ensuite, vous avez les couches qui sont supérieures ou superficielles. Alors, il y a beaucoup de noms de muscles. Par contre, on va dire que c'est résumé. De manière générale, on va avoir communément dit le longissimus. Longissimus, ça veut dire que c'est long, tout simplement. Alors, ici, longissimus, en fait, c'est la combinaison de plusieurs muscles qui démarrent d'en bas et qui remontent complètement aussi, mais ils sont beaucoup plus longs. Ils ne font pas directement de vertèbre à vertèbre ou de projection comme ceux que je viens de citer juste avant. Mais par contre, on peut citer notamment à partir d'une base commune au fond que certains appellent aussi la masse commune, le long dorsal qui part d'en bas au niveau de son, alors on ne voit pas trop, mais au niveau de son sacrum, voilà, merci, et qui remonte le long de chaque côté de la colonne vertébrale. On le voit aussi beaucoup lorsque vous êtes penché en avant et que c'est contracté, on voit des espèces de gros steaks très massifs. Et bien c'est eux en fait, et eux on peut les toucher. C'est de là d'ailleurs quand on fait les massages aussi, c'est eux que directement on va sentir. De là ici, on va avoir aussi un autre qui part du même endroit et qui va se projeter un peu plus sur les côtes. On l'appelle l'iliocostal. Et en fait, à partir de lui, on a un lien direct entre la partie du maintien du dos et la partie donc, des côtes et donc du thorax, qui va nous servir donc, pour plus tard, notamment pour la respiration. Mais ça, c'est un autre sujet. Si on continue toujours sur la colonne vertébrale, en remontant le longissimus, il y a d'autres muscles notamment qui vont se positionner sur les épines juste au bord par derrière de l'une à l'autre, par exemple sur la zone ici à ici, qui va faire la charnière entre la partie cervicale et la partie haute dorsale, on appelle l'épi-épineux. Après, cherchez pas à retenir, mais c'est juste pour votre connaissance culturelle. Et en haut, alors là, on a tout un tripoté au niveau de la nuque, notamment spléinus du cou, spléinus de la tête, on a le petit complexus, grand complexus, tout un tas de muscles avec aussi les petits muscles profonds à l'intérieur qui font le lien entre le crâne, la tête et les premières vertèbres qui font tous les mouvements fins de votre tête et notamment de tout ce qui est latéralisé ou en arrière. C'est une partie où on a une grande mobilité, donc c'est pas étonnant qu'on retrouve davantage de muscles à ce niveau-là. Voilà, et tout ça,
ça correspond en fait à l'ensemble des muscles le long de la colonne vertébrale et ce sont eux qui tiennent le dos. Car il faut bien se rappeler toujours que pour tenir deux os entre eux, il faut d'abord que le muscle parte d'un os et arrive à l'autre. Ça soit accroché dessus. Oui. Alors, ce qui n'est pas le cas des abdominaux, voilà, comme on l'a vu sur la vidéo qu'on a fait il y a 5 ans. C'est ça. Donc voilà. Et deuxièmement, il faut que ça suive aussi l'axe des os. Si là justement l'empilement il se fait de manière verticale, il faut que les axes correspondant des muscles ciblés soient verticales. Si ça part complètement sur le côté, ah non, ça part effectivement de la colonne, mais ça va complètement ailleurs. Ah non, ça va pas. Donc tout ce qui va être hors axe, ça ne tient pas la colonne vertébrale. Par contre, ça va se servir du maintien de la colonne vertébrale pour un meilleur maintien pour les hanches ou pour les épaules, par exemple. Donc il faut avoir toujours en tête donc la verticalité et de vertèbre à vertèbre. Et tous les muscles que je vous citais, ils répondent exactement à cette logique. Ça va de haut en bas ou bas en haut, peu importe à la limite de la référence de départ que vous prenez. Et surtout, ça suit le long de la colonne vertébrale. Les abdominaux, eux, ne répondent à aucune de ces exigences pour pouvoir arriver à tenir la colonne vertébrale. Tous les muscles que Paul vous a cités sont des extenseurs du rachis. Ils permettent notamment la partie donc, du redressement postural qui est tant mis en avant en ce moment parce qu'il y a beaucoup de douleurs chroniques. Alors, à contrario des abdominaux, donc dans la vidéo qu'on vous a expliqué, les abdominaux sont fléchisseurs. Ce sont des fléchisseurs du tronc. D'ailleurs, l'exercice de toute façon est que comme ça. Donc, ça veut dire que quand on vous dit la consigne, vous devez renforcer votre dos parce que vous avez des douleurs, peu importe la raison, et qu'on vous fait faire des abdominaux, c'est une erreur. C'est pas en faisant des abdominaux qu'on va venir travailler tous les extenseurs du rachis. Oui, à chaque fois, rappelez-vous, les muscles font par rapport à leurs orientations leur accroche. Les abdominaux, comme la Claire l'a rappelé, sont des fléchisseurs, c'est-à-dire que tous les mouvements qui vont rapprocher donc du thorax sur le pubis, etc. Or, les muscles qu'on vient de voir, ils font strictement l'inverse. Ça veut dire que sur le schéma par rapport aux abdominaux, si Paul s'écarte un petit peu, vous allez venir vous pencher complètement, là ça va venir s'ouvrir et c'est pas une bonne posture, c'est la posture voûtée. Exactement. Parce qu'en fait, à chaque fois, vous allez vous retrouver avec donc, des muscles qui vont donc faire ce mouvement-là, les abdos. Or, justement, on va faire l'inverse. Donc, à partir du moment où on vous dit « redresse-toi, tiens-toi droit », ça s'appelle une extension. Et une extension, on ne le fait pas avec des fléchisseurs, on le fait avec des extenseurs. Il a parlé de la hernie discale. Hein, la hernie, donc, quand on a cette partie qui va venir fuiter de l'autre côté parce que on est trop verrouillé, on est trop vers l'avant, ça s'est écarté, effectivement, le disque va partir là. C'est après, quand il y a une opération chirurgicale, ils vont essayer de corriger ça. Mais c'est dû à cette mauvaise position, c'est mauvais travail, mauvaise exécution. On n'a pas d'abdominaux à faire pour tenir le dos. Oui, oui, exactement. Par contre, au niveau de votre maintien de posture, après, c'est bien joli d'avoir dit qu'il faut aller se redresser tout ça, mais en fait, concrètement, à un moment donné, après, dans la pratique, c'est pas parce que vous y pensez que ça va rester. Parce que on a notre vie quotidienne dans tous les jours. Au moment où vous y pensez, c'est très bien, mais ça va durer 10 secondes, c'est tout. Parce que vous avez les muscles, notamment de devant, qui sont trop rétractés ou trop contractés en permanence et vous vous en rendez même plus compte. C'est la position bureau, en voiture. Voilà, c'est ça. On revient sur ces mauvaises positions, malheureusement. Et à la fin, vous allez vous retrouver les muscles postérieurs qui vont se retrouver donc trop étirés et qui vont donc être mis en tension. Prenant en compte que chaque fois que vous allez dévier de votre équilibre naturel, de votre axe de la colonne vertébrale, les muscles à l'opposé du déséquilibre vont se contracter. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez être en avant, comme ça ici, vous allez générer une tension réflexe tout à fait normale de vos muscles du dos, que ce soit plutôt la partie cervicale, dorsale et ou lombaire, ça peut être une combinaison. Et ça en fait, ça veut dire que les muscles sont en train de se contracter pour retenir la position encore plus en avant. C'est-à-dire que si on les enlevait, si vous êtes comme ça, s'ils n'étaient pas là, on tomberait vous tomberez littéralement. Tous les muscles qu'on a évoqués tout à l'heure. Et il se serait littéralement impossible de se redresser complètement. Et les abdominaux ne peuvent absolument pas faire ce genre de choses. Ce qui veut dire que si vous avez tension derrière, ça veut dire que vous êtes en déséquilibre, que ce soit plutôt que la tête, le thorax ou un penché en avant. Et c'est l'origine de toutes les douleurs chroniques actuelles, hein, c'est lié à toutes ces mauvaises postures, sachant qu'en soi, vous le savez, tout le monde le sait, mais finalement, c'est mal expliqué parce qu'on n'a pas connaissance des vertèbres, on n'a pas connaissance de ces muscles-là, puis surtout, tout est rabattu sur les abdominaux. Donc, quand on a tout le temps mal au cervical, mais parce qu'on a un boulot qui fait qu'on est informaticien, informaticienne, on est tout le temps la tête décrochée en avance, on n'est pas rendu compte, effectivement, on retrouve l'agencement qui n'est pas bon, et là, ça y est, on est parti pour les douleurs chroniques à répétition, tant qu'on n'aura pas eu ce réaxage.
Oui. Et le relaxage, il se fait pas juste, j'y pense, voilà. Non, ça serait trop facile. Non, il y a besoin d'un travail à part. Et si vous commencez à comprendre, ça veut dire qu'il faut faire les choses à double sens. Parce que si d'un côté c'est trop refermé, ça veut dire qu'il faut ouvrir d'un côté pour mieux refermer l'autre. Et refermer un côté, ça veut dire contracter, renforcer. Ouvrir l'autre, ça veut dire étirer, détendre. Donc ça veut dire que toute cette partie-là devant ici, c'est plutôt engagé sous forme de souplesse, alors que l'autre c'est sous forme de renforcement. Alors c'est vrai que c'est contre-intuitif de se dire il faut renforcer la zone où on a mal. Oui, parce que justement il faut qu'il puisse avoir l'endurance de pouvoir tenir les mauvaises positions. Claire a parlé donc de la position des informaticiens, mais finalement en fait de n'importe quelle position finalement assise ou en avant ou quoi que ce soit en fait. Ce qui veut dire que chaque fois que vous allez, on va vous dire aussi de renforcer la sangle abdominale pour un travail du dos, c'est complètement et totalement inutile et en contresens. Parce qu'à chaque fois, vous allez devoir aller chercher à forcer les muscles qui, justement, vont accentuer votre propre déséquilibre en avant. Ce qui veut dire qu'il faut y aller, bien sûr, tranquillement, en douceur, etc. Et on va retrouver tous les exercices qui sont de type comme ça, quelle que soit la position. En penché en avant, à plat ventre, à quatre pattes. C'est là où c'est intéressant, mais globalement, c'est tout ce que va faire bébé naturellement, sans qu'on lui dise quoi que ce soit. D'ailleurs, vous laissez un bébé, vous le mettez sur le ventre, c'est ce qu'il va faire. Pareil, je l'ai expliqué dans des vidéos, je l'ai même montré avec notre troisième enfant. Donc, de manière générale, naturellement, l'enfant va chercher à ouvrir, et c'est ce qui va lui permettre de faire le rampé, de passer aux quatre pattes et de passer au debout, sans quoi il n'y arriverait pas. Et donc, effectivement, il faut reprendre la base, et bébé le fait tout seul, il faut le faire aussi nous, de cette manière-là et dans cet ordre-là. Oui, exactement. Dernier petit point, dans l'idéal de la bonne posture et du bon maintien du dos, il faudrait à la fois être tenu et détendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que bien tenu, ça veut dire la bonne position, mais il ne faudrait pas avoir la sensation de « je suis verrouillé pour pouvoir la tenir ». Ça veut dire que vous arrivez à tenir de manière active votre correction posturale, mais elle n'est pas totalement complète parce que vous êtes encore tonique à la tenir. Si tout est tenu comme il faut, en fait, vous pouvez détendre complètement l'intégralité des muscles. Et ça, ce sera le signe que vous n'avez ni tension par devant, ni tension par derrière. Ça veut dire que vous êtes à la fois bien tenu, les muscles suffisamment souples pour laisser aller la position. On est à l'équilibre dans tous les sens du et que vous êtes à l'équilibre. Si vous êtes à l'équilibre, il n'y a aucune tension devant, derrière, à droite, à gauche. De nos jours, il y a un travail à fournir pour justement avoir un dos qui soit tonique et qui puisse pouvoir subvenir, j'ai envie de dire, à vos besoins de toute la journée, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a un travail, parce qu'on fait ci, on fait ça, jardinage, etc. Et on ne doit pas avoir tout le temps extrêmement mal au dos quand on fait toutes ces actions-là de la vie courante. Et oui, il faut le travailler parce qu'on a une vie maintenant, pour beaucoup d'entre vous, qui est assez sédentaire, que ce soit la position au bureau, la position en voiture, c'est-à-dire toujours plus ou moins arqué un peu en avant et sans trop bouger, ce qui fait que c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait autant de douleurs chroniques en ce moment. On va dire c'est un peu la maladie du siècle, le mal de dos. Donc il faut fournir, il faut le travailler. Oui, dernier petit point et conseil de manière générale. Quand vous faites vos exercices, la première chose c'est de respecter votre niveau et de le répéter, surtout en particulier si vous avez des douleurs chroniques, donc ça fait un moment que vous avez des mauvaises positions. Il faut vraiment le faire petit à petit. Il vaut mieux au départ faire des mini-entraînements très courts, par contre très souvent, voire tous les jours. Peut-être même sans charge pour commencer pour certains. Non, le plus important, ça sera la posture. C'est sûr. Voilà. Il y a des personnes, on va leur faire juste des mouvements effectivement d'ouverture de bras et puis de le faire sans charge et de le faire 3 fois, ça suffira, j'ai envie de dire. Oui. Donc l'idée c'est la posture avant tout. Ça sert à rien de prendre 20 kilos sur chaque main et de faire tous les exercices à dos rond. Vous allez encore cultiver ça. Donc priorité à la bonne posture, à la répétition des mouvements pour maintenir justement une bonne posture dans la journée. Oui, vous devez respecter à chaque fois votre douleur en fait. Elle est là, il faut la prendre en compte. Donc tout le matraquage qu'on a eu de ces dernières décennies, il faut souffrir pour être beau, il faut souffrir pour avoir un beau corps, etc. Il faut souffrir pour avoir un bon dos. En fait, non.
vous allez utiliser votre douleur comme garde-fou. C'est-à-dire quand vous faites vos exercices, il faut que ce soit à peine de manière à ce que ce soit répétitif. Comme ça, votre corps va récupérer suffisamment vite. Il n'y aura pas de conséquences derrière de grosses courbatures ou de surdouleurs qui vont s'ajouter à celles qui étaient déjà là. Et c'est la régularité qui fera que vous allez vous dresser en fait. Ça. Et qu'après, vous aurez de moins en moins à y penser parce que bah, ça y est, vos muscles du dos, ils sont assez forts et ça tient tout seul. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir ainsi monter en puissance de votre dos. Et je rappelle que, in fine, normalement, vous ne devriez pas avoir la sensation d'avoir le côté de rigidifier votre dos pour pouvoir tenir. Ça veut dire encore une fois que vous arrivez à tenir, mais le fait que c'est encore tonique, vous savez, comme un peu robotisé ça, ouais. Bah, vous ne le tiendrez pas de toute façon, ça va tenir 2 minutes. Même voilà, c'est-à-dire qu'en correction volontaire complète, vous y arrivez, mais c'est pas suffisant pour que vous arriviez à vous y détendre. Car à la fin, le but final, c'est de pouvoir être détendu dans la position pour au moins tous les jours. Et ça va vous permettre en retour d'être bien meilleur pour toutes vos activités quotidiennes. Sur ce, on espère que vous avez appris pas mal de choses, que ça soit sur les vertèbres et sur les muscles, sachant, comme je l'ai dit, c'est pas des muscles courants, c'est pas ce que vous entendez en permanence dans les autres vidéos. Donc, on vous invite surtout à prendre soin de vous, à écouter votre corps, comme on a dit, la partie douleur, etc. Et puis, à aller voir nos autres vidéos, et puis on va continuer d'en faire sur plein d'autres sujets. Et vous pouvez liker, vous abonner et puis transférer à tous vos contacts. Ouais. Allez, bisous, bye! Salut! Tu peux commencer. T'étais pas du tout.